L'Algérie va-t-elle basculer, va-t-elle faire sa révolution comme la Tunisie l'a fait ou encore l'Égypte? Eh bien, on en reparle avec nos invités. Avant de revenir au débat, je vous propose tout de suite d'écouter l'un de nos observateurs. Il s'agit d'un jeune homme qui se prénomme Abdelnour Benkrid. Il fait partie de cette jeunesse frustrée algérienne qui représente aujourd'hui un tiers de la population. Et vous allez l'entendre, lui, il veut aller jusqu'au bout de la révolution. Pour nous, les jeunes, on croit que si le gouvernement ne change pas de point de vue, ne change pas de sa façon de se comporter avec nous, les jeunes, ça va se passer comme pour la révolution égyptienne, comme pour la révolution tunisienne. On va aller au bout de cette révolution parce qu'on veut du changement dans notre pays. On veut que ça change et on veut du changement. Ça y est, on a marre on a marre d'être à l'écart. On a vraiment marre d'être à l'écart. Et aujourd'hui, on veut se faire entendre. Comme pour la révolution égyptienne, comme pour la révolution tunisienne, on veut aller au bout, on veut que ça change. Donc il faut que cet état change d'état d'esprit, il faut avoir un petit peu de considérance pour nous. Voilà ce qu'on veut. Karim Bouazizi, il en a marre, ce jeune. Il fait partie de ces jeunes qui sont diplômés, qui ne trouvent pas de travail en Algérie. Pourtant, l'Algérie est un pays riche, très riche, en pétrole, en gaz. C'est pour ça que c'est presque une insulte dans un pays aussi riche de mourir de faim ou qu'il y ait cette précarité ou cette misère. Les jeunes ne comprennent pas. Les jeunes ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils essayent de trouver d'emprunter des voies détournées pour réussir leur projet professionnel. Donc il y a des conséquences de dysfonctionnement et c'est pour ça qu'il y a une espèce de hiatus entre la population civile et entre l'État. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés, il n'y a rien entre eux. Vous ne partagez pas cette opinion apparemment, Ahmed Damani? Je ne partage pas cette idée qui court maintenant dans les journaux de dire que l'Algérie est un pays riche. Moi je suis économiste, l'Algérie est un pays pauvre. Parce que si on enlève à l'Algérie sa part de pétrole, elle serait classée à peu près au même niveau qu'un pays africain aujourd'hui de la zone du Sahel. Voilà ce que c'est que l'Algérie. Le problème de l'Algérie, justement, on n'en parle pas suffisamment, parce qu'entre autres, cette question de rente, c'est elle qui a en même temps embrouillé les choses en Algérie, c'est le fait que on a une économie qui est totalement dépendante de ses ressources pétrolières. Est-ce que vous imaginez un pays dont les ressources extérieures dépendent à 98% des hydrocarbures? L'Arabie Saoudite, premier pays producteur, première réserve, n'a que 88%. C'est dire qu'en fait, la question c'est qu'en fait, toutes les politiques économiques qui ont été menées depuis l'indépendance à ce jour n'ont fait qu'aggraver cette situation-là. L'Algérie dépend du pétrole, l'Algérie dépend pour manger des importations. On importe quasiment la moitié de ce qu'on mange. 6 milliards de dollars par an, les importations alimentaires. Vous imaginez que du jour au lendemain, il n'y ait plus de ressources pétrolières. Qu'est-ce que ça va devenir? Oui, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des ressources pétrolières, il y a de l'argent de ce pétrole et de l'argent qui revient à une portion congrue de la population qui n'est pas redistribuée. Deux façons dont cet argent-là est utilisé. Il y a une façon qui a été utilisée du temps de Boumedienne, de Chedli et qui en continue aujourd'hui, c'est de quelque part d'acheter la paix sociale, c'est-à-dire véritablement de verser de la rente et essayer de... D'ailleurs, les dernières mesures annoncées par le gouvernement ne sont rien d'autre que de dire nous allons effectivement ressoutenir les prix, nous allons donner des logements et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Nous allons utiliser la rente pour calmer la rue. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, et beaucoup d'Algériens, ou la majorité d'Algériens ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on en fait de ces ressources-là, c'est le détournement de cet argent-là par, effectivement, des clans qui sont actuellement au pouvoir et qui détournent une bonne partie de cet argent-là et qui, malheureusement, voilà le gros problème, c'est qu'ils n'investissent même pas dans le pays. Il est réexporter à l'étranger. Voilà les véritables questions. Je vais vous redonner la parole tout de suite, Youssef Merouf, mais je voudrais qu'on retrouve, parce que sinon on va perdre la ligne, notre correspondant Ahmed Tazir qui est à Alger. Ahmed, c'est votre reportage qu'on a vu au début de ce débat. Ahmed, est-ce que vous sentez le vent de la révolte souffler sur l'Algérie? Est-ce que vous pensez que ça peut prendre comme ça a pris en Tunisie ou encore en Égypte?
Écoutez, nous étions, notre équipe, place du 1er mai à Alger ce samedi 12 février, jour de la manifestation pour le changement de système. Si le nombre des manifestants a été très largement sous-estimé par les autorités, le ministère algérien de l'Intérieur avait annoncé le nombre de 250 personnes seulement, on pouvait dire, nous, journalistes, que ce nombre approchait plutôt les 3000 personnes. C'est beaucoup pour un premier coup d'essai, mais c'est très peu pour parler d'une révolte populaire. En gros, il y a qui dans cette coordination pour le changement et la démocratie? La Ligue algérienne des droits de l'homme, des associations victimes du terrorisme, SOS disparus, des étudiants, un parti politique de l'opposition, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un parti de cadres et pas un parti de masse. Les islamistes, mis à part la présence de l'ex-leader du FIS, Ali Belhadj, vite embarqué par la suite, les islamistes n'étaient pas là. Donc, coordination pour le changement et la démocratie, combien de divisions? Eh ben, pas beaucoup. Et c'est là que le bas blesse. De plus, nous avons discuté avec les voisins de la place du 1er mai pour avoir leurs sentiments sur la marche. Il y a débat. Cette marche ne faisait pas toujours l'unanimité. Beaucoup goûtent au calme, retrouvés après presque une décennie de guerre civile, elles ne veulent pas retrouver le chaos. C'est souvent le cas des 50-60 ans, ils ont souffert, ils veulent rester tranquilles. Et en plus, l'Algérie n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Si elle a en commun le chômage, la corruption et un pouvoir autoritaire, elle connaît une grande liberté d'expression, notamment dans la presse écrite, indépendante, privée. À Liberté, le caricaturiste Dilem peut croquer avec délectation le président Bouteflika. Sur El Watan, le chroniqueur Chaouki Amari s'en donne tous les jours à cœur joie, donc ça n'a rien à voir avec la Tunisie. Et puis l'Algérie, avec son gaz et son pétrole, vous le disiez, ont les moyens d'acheter la paix sociale. Après la marche du 12, les autorités viennent de décider de débloquer 16 milliards de dollars pour les transferts sociaux, allocations, santé, logement. Par contre, un phénomène nouveau est apparu en Algérie, les immolations par le feu. Un jeune ou moins jeune en détresse pour se faire entendre va devant une préfecture, devant un ministère et s'immole ou tente de s'immoler pour crier son désespoir et de ne pas être écouté. Une vingtaine de cas depuis la mi-janvier, dont 4 décès. C'est dire que même s'il n'y a pas de révolte proprement dite, c'est dire l'urgence de la situation. Merci beaucoup Ahmed Tazir en direct d'Alger. Youssef Merrouche, vous ne craignez pas, vous qui appelez une nouvelle mobilisation le 19 février, eh bien, que l'État algérien achète à nouveau la paix sociale en baissant les prix, par exemple, des denrées de première nécessité, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs au mois de janvier? En fait, nous assistons à une dilapidation des biens publics, des biens de l'État. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, l'État n'a été aussi riche qu'aujourd'hui et la population aussi pauvre. C'est-à-dire, nous avons plus de 200 milliards de dollars dans les réserves de change et la population est dans une situation catastrophique, une misère sociale au point où les gens s'immolent, c'est devenu quelque chose de quotidien. Alors, je reviens justement sur la question, tout à l'heure, on m'avait parlé sur les députés. Alors, je reviens parce que c'est important. Il faut savoir que l'État algérien, au moment où le baril de pétrole coûtait plus de $100, la loi de finances était calculée sur la base de $19. Et les députés du RCD n'avaient pas arrêté de dénoncer tout cela. Et au point vous ne répondez pas là à ma question. Oui. Ma question est-ce que vous ne craignez pas que l'État algérien achète la paix sociale? Justement, j'y arrive, madame. J'arrive en vous disant que voilà, l'État algérien est capable de tout faire. Il y a une déconnexion totale entre l'État algérien et la population. Qu'il peut acheter la paix sociale? Non, parce qu'il y a un mouvement de résistance qui est en train de s'organiser à travers des organisations politiques et syndicales et associatives. Il y a une résistance. Vous savez, madame, l'année dernière, il y a eu plus de 9700 émeutes. Cette année, ce n'est que le début. Et justement, la coordination nationale qui s'est constituée, justement, c'est pour poser les questions politiques, pour demander le départ du système. Et moi, j'aimerais bien entendre les personnes qui sont là. Non, c'est quoi votre position, monsieur? C'est quoi votre position? Est-ce que vous êtes pour le départ du système ou pas? C'est ça la question. Oui. Vous savez, le passé, on pourra en parler, mais après le départ du système. En fait, vous répondez pas. Non, je réponds. Parce que c'est la question est simple. Ne vous cachez pas. Je suis là, je me cache pas, je suis là. Est-ce qu'en 99... Est-ce qu'en 99, vous avez soutenu le système, vous et votre président?
Vous me laissez parler? Oui, bien sûr. C'est Bien une question, sûr. c'est normal. Mais justement, moi, je voudrais qu'on revienne sur le système, ce qui est exactement le système en Algérie. Tout à l'heure, Hichem Aboud a commencé à en parler. Ce ne sont pas des manifestations finalement contre Bouteflika, vous nous l'aviez dit, comme on a pu le voir en Tunisie contre Ben Ali ou en Égypte contre Hosni Moubarak, mais contre le système. C'est quoi ce système en Algérie? Finalement, on a le sentiment, est-ce que c'est vrai de dire que le président est une marionnette de l'armée et que ce sont les généraux qui tirent les ficelles? Non, maintenant on est loin de cette configuration. D'abord, le système algérien, c'est un système complexe et opaque. Il fut un temps, il y a une dizaine d'années, on avait un cabinet noir qui dirigeait le pays derrière le rideau, qui désignait des marionnettes. Qui étaient donc les présidents successifs. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Une fois Bouteflika désigné, il avait fait de son premier mandat un mandat tampon. C'est-à-dire qu'il a essayé de se positionner, de se placer, et il a laissé le cabinet noir travailler parallèlement. Arrivé le deuxième mandat, voyant que le président échappait à leur contrôle, ils ont ramené un candidat qui n'avait nullement l'étoffe d'un chef d'État, qui était désigné dans un premier temps chef de campagne électorale du président Bouteflika pour le premier mandat. Par la suite, il était son directeur de cabinet. Par la suite, il était son premier ministre. Et le jour où le cabinet noir lui avait intimé l'ordre, je dis bien intimé l'ordre, et non pas lui avait demandé, de se retirer pour faire de lui un candidat rival à Bouteflika. Ce candidat n'ayant pas fait le poids, Bouteflika a laissé le cabinet noir mené par le général Lamari et le général Khaled Nezar donc œuvrer pour placer leur candidat. Et entre-temps, le cabinet noir s'était divisé. Il y avait ceux qui étaient pour le candidat Beflis, d'autres qui avaient peur pour leur poste, donc ils voyaient que ça ne pouvait pas aller. Est-ce que cette division existe encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le cabinet noir est disloqué. Pratiquement, il est neutralisé. Mais est-ce qu'il y a des divisions, par exemple, au sein de l'armée? Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au sein de l'armée au niveau du commandement? Parce que quand on dit le système en Algérie, c'est quoi? C'est l'armée, le système? C'est un système complexe entre l'armée et une partie qui est entre les mains du président Bouteflika, qui a centralisé parce que voulant ne pas être un président à 3/4, il veut être un président à 100%. Il a réussi à monopoliser une bonne partie du pouvoir entre ses mains, mais entre-temps, reste un rescapé du système, du cabinet noir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Un rescapé du système. C'est le patron des services de sécurité qui, lui, a échappé à la purge. Le général Toufik, donc, a échappé à la purge et il fait, en quelque sorte, contrepoids. Cependant, ceux qui parlent d'affrontement, voilà, mais elles ne sont pas parents. Ceux qui parlent d'affrontement se trompent parce que les deux hommes ne s'affrontent pas. C'est-à-dire, on joue sous table. On joue plus franc jeu. Pourquoi? Parce que le président peut, d'une signature, limoger son patron de service de sécurité. Le patron des services de sécurité peut aussi dégommer le président. Bouazizi, est-ce que le peuple peut finalement jouer de cette division-là? Non, le peuple, je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas une marche pro-RCD ou pro-FLN. De toute façon, le peuple est au courant de tout ça. Ils connaissent bien les luttes intestines, ils sont au courant. C'est pas un secret. Voilà. Justement, aujourd'hui, ils veulent sortir de ça, ils veulent exister pour eux. C'est-à-dire que les revendications sociales qu'on a vues il y a 2 jours, c'est pour sortir de ces luttes traditionnelles parce qu'il y en a marre. Ils ont échoué, tout le monde a échoué. En Tunisie, on voit que l'armée a soutenu finalement a soutenu les manifestants. En Tunisie, finalement, l'armée, au final, a aussi soutenu les manifestants. Elle a mis un peu du temps à prendre position, mais elle a soutenu les manifestants. Est-ce qu'on peut imaginer, Ahmed Damani, que l'armée prenne position en faveur du peuple algérien? Je pense que l'armée algérienne est l'otage de ses responsables. L'institution militaire est otage aujourd'hui de ces responsables qui véritablement l'utilisent pour asseoir leur pouvoir et faire effectivement de l'Algérie ce pays-là où on va évidemment dilapider, prendre et ainsi de suite. Je pense que la question essentielle qui se pose aujourd'hui, au vu de la façon dont a évolué l'armée algérienne, c'est de dire est-ce qu'au sein de cette armée, les jeunes officiers qui justement
n'ont pas connu l'histoire de la guerre de libération nationale, donc qui ont été formés, qui ont eu des formations dans les écoles militaires, soit en URSS, soit en France, soit aux États-Unis. Est-ce que ces jeunes officiers qui ont aujourd'hui, certains d'entre eux qui ont même le grade de général, aujourd'hui, et je sais qu'il y en a, qui sont parmi eux des patriotes, c'est-à-dire qui voient l'Algérie aller au chaos, aller à l'abîme, et qui peuvent dire à un moment donné, arrêtons tout cela. Arrêtons tout cela parce qu'il y a la possibilité d'avoir une Algérie autre que celle-là. C'est-à-dire une Algérie qui ne voit pas ses enfants soit prendre des embarcations et aller véritablement se faire noyer, ou alors s'immoler. Je pense qu'il y a, et moi, si je peux me permettre, j'utiliserai, parce qu'on l'a fait dans notre appel, un appel de 4 intellectuels algériens, d'appeler les patriotes. On a dit les patriotes où qu'ils sont. Donc, en réalité, appeler cette fraction donc de l'armée, ces jeunes officiers, de véritablement de s'affirmer et de dire, il y en a marre. Effectivement, l'Algérie va à l'abîme, l'Algérie va au chaos. Arrêtons le massacre, faisons en sorte qu'effectivement, l'Algérie qui est capable de faire vivre non pas 35 millions, mais l'Algérie est capable de faire vivre 70 millions. Mais encore faut-il qu'il y ait véritablement autre chose que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire un projet dans lequel les Algériens non seulement se retrouvent, mais en même temps retrouvent quelque chose qui leur permette de vivre. Voilà la véritable question, elle est là. Youssef Merrouche, est-ce que vous pensez que ces jeunes officiers dont parle Ahmed Dahmani pourraient un jour vous rejoindre ? Je ne suis pas là pour parler de ça parce qu'il va falloir quand même attendre et tout dépendra de la portée de la contestation. Déjà des jeunes officiers dont vous parlez, si vous Dahmani, voulez, dans votre en mouvement. ce moment en Algérie, il y a une mobilisation qui est en train de se faire. Elle est en train de se faire sur un certain nombre de revendications qui sont claires. La levée de l'état d'urgence immédiatement, la libération des émeutiers, la liberté d'expression et le droit de passer dans les médias publics. Parce que il y a certains journaux privés, certes, où on peut lire certaines choses, il y a une certaine liberté, mais il va falloir... Si vous permettez, je termine. Savez-vous, madame, que depuis une dizaine d'années, Saïd Sadi, qui est président du RCD et député d'Alger, n'est jamais passé à la télévision algérienne ni à la radio publique. Mais ça fait 10 ans. Donc il n'y a pas de liberté ni d'expression, ni d'organisation. Non, vous êtes en train de faire le jeu du pouvoir. Arrêtons. Là, il y a des revendications bien précises. Pardon ? Éviter ces accusations. Non, il ne faut pas éviter parce que à Cannes, parce que moi, non, 2 minutes. Ce que je veux dire, mais vous dites des choses vraiment. Vous roulez pour qui, monsieur ? Pour moi-même. Contrairement à vous. Je vais expliquer dans 2 minutes. Je termine sur ça. J'allais pas parler de Cannes, je vais l'expliquer à monsieur que la marche n'est pas pro RCD. C'est pas une marche pro RCD. C'est pas une marche pro parti, c'est une marche pour le peuple algérien, parce que le peuple algérien a compris que vos partis roulaient pour le système. C'est aussi simple que ça, ils l'ont compris. Les Algériens ne sont pas aussi bêtes. Vous êtes du système. Je connais ce genre de réaction. Ces accusations infondées, c'est pas bon. Les accusations à la calomnie font partie du débat. Je parle de faits, 22 ans. Moi, j'aurais une dernière question pour clore ce débat. Arrêtons là cette petite polémique. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur des islamistes en Algérie ? Est-ce qu'ils pourraient récupérer le mouvement qui est en train de se mettre en marche, Ahmed Dahmani ? Non. Il ne faut pas avoir peur des islamistes pour 2 raisons. D'abord, ils n'ont absolument aucun cadre organisationnel et les seuls cadres organisationnels islamistes, ils sont avec le pouvoir. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... La deuxième chose, elle est due au fait que les islamistes sont restés encore, de ce qu'on connaît dans leur discours, ils sont encore dans les années 90. Or, la société algérienne a changé. Il y a des mutations profonde. Il y a une jeunesse qui aspire à vivre. Il y a une jeunesse tellement qui a envie de vivre et qui voit aujourd'hui, grâce notamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont vivre comme les autres jeunes dans le monde. Et donc, par conséquent, le discours islamiste qu'on avait dans les années 90, je suis persuadé, n'est plus du tout en phase. Hicham Aboud, 10 secondes pour chacun. Vous pensez qu'on va peut-être basculer vers une révolution en Algérie? Est-ce que vous pensez, en tout cas dans l'immédiat, ou vous pensez que ça sera un peu plus tard? Pas dans l'immédiat. S'il y aura un changement,
le changement pourrait intervenir autrement, il pourrait intervenir de l'intérieur. Personnellement, je vois, si on veut faire un changement, il faudrait passer par les urnes. À travers l'Assemblée nationale, si on aura des élus de la trempe de M. Aït Hamouda, du RCD, je ne suis pas du RCD, mais si on aura des députés de sa trempe, on peut changer le système. Par des élections. Karim Bouaziz, un dernier mot. Vous êtes jeune, vous êtes algérien, vous pensez que cette révolte va aboutir rapidement? Pas encore, mais je pense que le pouvoir va jeter du lest par rapport à ses réserves de devises. Youssef Merrouche, oui. un mot. Il va falloir arrêter avec les coups d'État, la fraude électorale, la corruption et la misère sociale. Donc aller vers des élections libres et démocratiques avec une surveillance internationale. Voilà. Bon, Ahmed Damani n'est pas d'accord. Malheureusement, on n'a plus le temps. On aura peut-être l'occasion de refaire un autre débat. La démocratie, ça peut pas être que des élections. On est obligé, malheureusement, de rendre l'antenne. Merci à vous d'être venus sur le plateau de France 24 pour ce débat consacré à l'Algérie.